Oui, donc je représente la branche du travail temporaire. Donc c'est entre 2,5 millions et 2,7 millions personnes employées chaque année dans le travail temporaire. Alors pas tous les jours et pas 7 heures par jour, etc. Avec une certaine stabilité d'environ 1 million de personnes qui, j'y reviendrai quand je parlerai de protection sociale. Donc nous avons traversé la crise comme toutes les autres branches, avec l'aide de l'État, en complète partenariat avec les partenaires sociaux, parce que je salue la CFDT qui est présente à cette table ronde. À la sortie du confinement en juillet 2020, on a conclu un accord de branche avec les organisations syndicales sur la reprise de l'activité côté sécurité santé des salariés et un volet sécurisation des parcours professionnels. Quand on se situe en juillet 2020, personne ne nous avait dit que finalement la reprise était devant nous. Nous, on imaginait tous des énormes difficultés devant nous. On avait quand même des grands secteurs clients chez nous, l'industrie qui était à l'arrêt, l'aéronautique qui était à l'arrêt, qui l'a été longtemps, et puis le tourisme, c'est moins un secteur pour nous, mais les sous-traitants du tourisme, tous ceux qui approvisionnent le secteur du tourisme, l'agroalimentaire a été affecté par la fermeture des restaurants, etc. Donc on a conclu un accord qui lançait des grandes pistes d'orientation, notamment travailler sur la sécurisation des parcours et les compétences des salariés. Concomitamment, l'État a lancé des appels d'offres pour des EDEC, et donc nous avons conclu en septembre 2020 un accord EDEC avec l'État, avec la DGFP. Et comme l'a dit M. Lucas, cet EDEC se traduit par 2 volets, une phase diagnostique. Alors nos spécificités, c'est qu'on est en quelque sorte interbranche, parce qu'on répond aux besoins de nos entreprises clientes. Et donc, on a choisi, dans le cadre de cette phase diagnostique, des zones d'emploi spécifiques. La région, le bassin lillois, parce qu'il est plutôt multisecteur. Nantes-Saint-Nazaire, c'est la construction aéronautique. Aéronavale, Toulouse, c'est l'aéronautique. Et puis, Belfort-Montbéliard, et là, c'est l'automobile. L'automobile, un secteur qui est toujours très touché par différentes causes engendrées par la crise. Ces diagnostics territoriaux, l'EDEC a permis de mettre en œuvre une méthodologie pour notre observatoire. On a un observatoire très, très outillé, très, très organisé dans la branche. Donc, ça nous a permis de développer une méthodologie pour faire ces diagnostics territoriaux, pour essayer d'anticiper les besoins immédiats des secteurs qui font appel à l'intérim. Parce que lorsque l'on ne trouve pas de salariés, vers qui on se tourne? Vers Pôle emploi. Et ensuite, on se tourne vers les agences d'intérim pour essayer de pourvoir à court terme aux besoins et aussi éventuellement à long terme, puisque l'intérimaire, in fine, peut être embauché. Donc, on a besoin, nos entreprises ont besoin de connaître à l'avance, d'anticiper les besoins des entreprises. C'est-à-dire que à partir de différentes données, en croisant des données, on est capable d'anticiper ce qu'une entreprise cliente n'a pas totalement conscience au jour J. Le deuxième volet, c'était qu'est-ce qu'on fait pour sécuriser les parcours des salariés, et on est allé vers un référentiel. Alors, il y a tout le volet formation technique, etc. On sait faire. Je vous rappelle qu'on consacre presque 3% de la masse salariale à la formation des intérimaires. Donc, c'est un sujet qui avance très bien dans la branche, et il n'y avait pas de particularité avec la crise. La difficulté, c'est donc ces pénuries de main-d'œuvre. Au-delà de la formation technique, c'est ce qu'on appelle les compétences transverses. Donc, l'EDEC a permis de les identifier, de les caractériser. Donc, ce sont les compétences comportementales et numériques. Ce que demandent les clients, c'est le côté technique. Chacun en fera son affaire avec une formation ou en amont ou en aval une fois de la prise d'emploi. Mais il y a un prérequis comportemental, c'est le sujet de tout le monde pour les recrutements, et un prérequis numérique parce que il y a des difficultés pour une partie de la population intérimaire avec les évolutions numériques. Donc, ce référentiel est quasi construit, et donc on va travailler avec l'OPCO pour faire ensuite les insérer dans les offres de formation de tous les prestataires dédiés à l'intérim. Notre OPCO est aussi un peu transverse, c'est l'OPCO Acto, donc il représente différentes branches. On a un peu les mêmes problèmes avec ces référentiels de compétences, donc on s'est inspiré de ce que font les autres. Et puis le troisième volet, c'était l'accompagnement
dans l'information des intérimaires et aussi de nos agences d'intérim. Donc on a développé une plateforme numérique d'information qui s'appelle intérimaireinfo.org pour donner les informations qui vont bien aux uns et aux autres. Et puis on a aussi également dans cette période, mais c'est plus anecdotique, pourquoi c'est anecdotique, je vais vous le dire, on a conclu des accords PROA, un pour nos salariés permanents, un autre pour nos salariés intérimaires, mais hélas, le dispositif PROA, je me tourne vers la DGFP, n'est réservé qu'aux salariés en CDI. Alors nous avons des CDI, pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons 52 000 salariés intérimaires en CDI. C'est quand même un volume, mais c'est un petit volume au regard des 2 millions que j'ai cités, ou même des 1 million de salariés relativement stables dans l'intérim. Mais cet accord, on a conclu un accord PROA et qui marche très bien pour ces salariés intérimaires en CDI. Un salarié intérimaire en CDI, c'est-à-dire qu'il est en CDI avec l'agence d'intérim, mais il est mis à disposition de différentes entreprises utilisatrices. C'est transparent en quelque sorte pour l'entreprise utilisatrice, sauf si elle a un sujet de malus assurance chômage. Là, ça l'intéresse. Et donc, ces intérimaires occupent les mêmes emplois que les autres, donc ils ont aussi un souci de maintien des niveaux de compétences et d'évolution de compétences, sécurisation des parcours. Et donc, on a conclu un accord PROA pour les aider. Alors, parlons un peu de protection sociale. Le travail temporaire se présente comme une forme de flexibilité responsable. La protection sociale est donc un élément important du statut social de l'intérimaire. Pourriez-vous nous la présenter? Alors ça, ce sont deux concepts que l'on a développés. On a théorisé le statut social de l'intérimaire en marchant. On ne s'est pas assis en disant on invente des choses et puis on les mettra en œuvre. C'est en marchant qu'on a conçu ce concept de statut social de l'intérimaire. Et puis la flexibilité responsable, c'est un sujet qui nous tient à cœur, qui va faire l'objet en septembre d'un séminaire paritaire avec les organisations syndicales pour essayer de fixer les contours de ce que c'est pour nous et pour les organisations syndicales, ce que c'est que la flexibilité responsable que représente l'intérim versus d'autres formes que nous considérons de flexibilité, très flexible, beaucoup plus flexible que nous, les micro-entrepreneurs par exemple, mais pas du tout responsable, notamment sous l'angle protection sociale. Donc, un moyen de sécuriser les salariés intérimaires, de les rassurer pour venir dans l'intérim, c'est de dire vous êtes comme un autre salarié, notamment vous êtes couvert en matière de santé. Alors on a un régime de prévoyance depuis très longtemps, depuis les années 80, autrefois assuré par AG2R, actuellement géré par AG2R, c'est un peu compliqué. Et en 2016, nous avons, comme toutes les branches, dû mettre en place un régime de frais de santé. Et ça, c'était une nouveauté, quelque chose d'assez étonnant à mettre en œuvre, donc assuré par AG2R. Ce régime de frais de santé, il nous a permis de mettre en place on n'a pas voulu faire payer tout le monde, donc on a mis en place une condition d'ancienneté de branche, parce que quelqu'un qui fait une semaine de mission d'intérim dans l'année, lui demander de cotiser à un régime dont il ne bénéficiera jamais, c'était pas très moral, ce qui fait qu'avec les organisations syndicales, on a essayé de trouver un curseur. Où était le curseur? Le curseur, on l'a fixé à 3 mois. Donc, 3 mois, c'est 414 heures. Nous, on traduit tout en heures de travail. On a mis en place un système pour compter l'ancienneté des salariés dans la branche, et ce système de comptage vers lesquels toutes les entreprises transfèrent des données nous permettent de beaucoup mieux observer la population intérimaire. À l'occasion de la mise en place de ce régime, on a construit un peu à l'insu de notre plein gré, et on découvre tout en marchant une base de données extraordinaire sur nos intérimaires qui alimente notre observatoire. Et donc, ce régime de frais de santé, il couvre les salariés intérimaires, et nous avons construit une originalité qui faisait peur aux assureurs, c'est-à-dire qu'on a inventé une portabilité conventionnelle. La portabilité légale, elle ne marche pas très bien quand vous avez des contrats d'une semaine, de 15 jours. On a inventé un dispositif de portabilité conventionnelle. L'intérimaire reste couvert automatiquement 2 mois à la fin de sa mission. Donc, il peut aller chez le dentiste, chez l'opticien, enfin chez l'ophtalmo et ensuite chez l'opticien, il reste couvert. Ça a fait peur aux assureurs, et en fait, ça coûte pas cher. Mais ça rassure les intérimaires. Donc nos intérimaires, au bout de 2 ans, on a réussi à rassurer les assureurs en voyant le comportement, ont un régime avec une carte de tiers payant qui est la même quelle que soit l'entreprise de travail temporaire. C'est-à-dire que si vous commencez une mission d'intérim et que vous avez 414 heures d'ancienneté, on vous donne une carte en janvier de tiers payant qui va jusqu'au 31 décembre comme un autre citoyen. Au début, on a commencé avec des cartes de 3 mois. Et donc, ce régime répond à des vrais besoins. La preuve, c'est qu'on a examiné récemment les comptes 2021 et on combinait. Alors, je sais que certains régimes, le 100% santé, ça leur fait peur, et nous, ça nous montre qu'il y avait un besoin.
Parce qu'en dentaire, par exemple, on a 67% des dépenses qui se font dans le cadre du 100% santé. Alors, les comptes 21 ont été perturbés par l'année 2020, les dentistes fermés, tous les soins ont été reportés et aggravés en 2021. Mais voilà, on constate, et nous on se réjouit de cette combinaison de notre régime conventionnel avec le 100% santé qui offre des solutions aux salariés intérimaires. Et en optique, on est à 15% des dépenses qui se font en 100% santé. Je crois que dans la plupart des autres régimes, c'est 2% en optique, et le dentaire, ça doit à peine affleurer les 10%, là où on est presque à plus de 60%. Donc voilà, c'est le deuxième pilier de notre statut social de l'intérimaire et de ce que l'on va théoriser, essayer de définir paritairement sur la flexibilité responsable versus celle qui commence à nous faire de la concurrence, les micro-entrepreneurs, vous savez, ceux qui sont pas soumis au code du travail, ce qui fait qu'on peut les employer 12 ou 14 heures par jour, sans pause, et avec des sans contribution, parce que leur salaire est soumis à des contributions forfaitaires aux régimes sociaux, qui vont faire l'objet d'une réduction, je crois, dans la loi pouvoir d'achat, qui contribuent pas au régime de sécurité sociale, n'ont pas de protection sociale, contribuent très peu au régime de protection sociale, n'ont pas de protection sociale dédiée complémentaire. Voilà. Nous, on s'inquiète beaucoup de voir ces jeunes là qui sont sur des vélos. Qu'est-ce qui se passe quand ils sont renversés par un bus ou un camion, et puis ceux qui maintenant commencent à prendre des places d'intérimaires dans des entreprises clientes sans que le code du travail ne s'applique à eux. Donc, il n'y a pas de contrainte. En fait, peut-être que l'évolution à venir, c'est pas le statut qui fait le cadre de travail, mais c'est l'emploi occupé. Quand on occupe un emploi, les mêmes règles pour tout le monde, quel que soit le statut juridique. C'est d'ailleurs le cas de l'intérimaire. Lorsqu'il est délégué dans une entreprise cliente, il est soumis aux conditions de travail de l'entreprise cliente, aux règles de l'entreprise cliente, à la convention collective de l'entreprise cliente, et à la convention de la branche et à l'accord d'entreprise.